votre magazine. Rendez-vous du week-end. On a trois grands thèmes à mettre sous la dent ce soir. Nous sommes dimanche 15 septembre 2019. Bienvenue à vous. 45 minutes. On va passer avec les invités sur ce premier conseil des ministres. Le président de la République l'a présidé. Le président, le chef de l'État, a fait un état de lieu sur les 100 premiers jours, dans divers secteurs de la vie nationale, sur le plan économique, et sur le plan politique, social, sécuritaire, tout comme humanitaire. Le chef de l'État a validé, si vous voulez, il a fait valider son ambitieux programme de pouvoir obtenir la gratuité de l'enseignement. Le chef du gouvernement, pour sa part, a fait état de lieu de la remise et reprise intervenir entre les ministres entrants et les ministres sortants, mais également ces drames humanitaires, on va en parler, le déraillement du train de la SNCC au niveau de Nyunzu, dans la province du Tanganyika, dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo. Jusque-là, on n'a toujours pas le bilan définitif, mais on parle de plus de dizaines de morts, tout comme des dégâts matériels très importants. En dernier lieu, nous allons revenir sur cette affaire qui défrait la chronique. 15 millions de dollars américains disparus des comptes des trésors publics. Les patrons du cabinet du chef de l'État, sa démission plus que réclamée. Les avocats qui se réclament du président de la République demandent donc la démission de Vital Kamerhe, patron de l'INC, à l'EDCACH, pour que les enquêtes aboutissent. Voilà les thèmes qui feront les sujets du débat ce soir. J'espère qu'on va passer un très bon week-end avec vous en préparatif du début de la semaine qui va commencer demain. Merci à vous. Pour parler de tous ces sujets et tous ces thèmes, nous recevrons, il est à sa première participation à ces magazines, le monsieur Yvon Oyanga. Il est coordonnateur national de la CNB, cadre de l'AFDC et allié. La CNB, vous attendez par là, coordination nationale des artistes. Monsieur Yvon, bonsoir et bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Vous êtes de l'AFDC et allié, hein? Parfaitement. Très bien. Vous n'êtes pas au gouvernement, mais vous constituez le troisième pôle de la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Oui, bon, on n'est pas du gouvernement, ce n'est pas par la volonté directe du chef de l'État. Vous savez bien que nous étions dans un combat terrible avec le FCC, suite à la décision des conférences des présidents en date du 2 juillet, qui avait désigné l'autorité morale, le professeur Batou Lukwebo, pour être candidat au perchoir du Sénat. Alors, on n'a pas voulu accepter ou de dire amen à la décision de Kingakati, qui venait de l'autorité morale du FCC, le sénateur Kabila, dont il ne fait pas allusion ou il ne fait pas équilibre ou balance sur le poids politique que regorge chaque regroupement qui constitue le Front commun pour le Congo. Je vais dire ceci, monsieur le journaliste, monsieur Serge. Vous savez, le Front commun pour le Congo, c'est une structure informelle. C'est une structure informelle que je mets les documents à vous prouver. La charte qui constitue le Front commun pour le Congo, c'est ça. C'est ça, c'est une structure informelle. Le président honoraire Joseph Kabila, sénateur à son État, avait désigné le Premier ministre. Le président honoraire sénateur Kabila à son État, il a désigné encore le président de l'Assemblée nationale. Et nous, la FDCA, désinforcés, quand on était encore avec le FCC... De cette structure informelle. Oui, de ces structures informelles, parce que la structure informelle s'était constituée à l'ensemble des regroupements politiques reconnus officiellement dans les institutions de la République. Alors, nous nous sommes retirés du FCC suite aux décisions des conférences du président des partis politiques qui constituent la FDCA. Ils se sont-ils décidés que le professeur Batou Lukwebo soit candidat au perchoir du Sénat parce que nous ne voulions pas cautionner la décision de Kingakati. Donc, c'est là le début des problèmes. Alors, quand nous sommes allés aux élections, quand même, vous êtes journaliste de profession, le monde entier et la nation a senti la force du professeur Batou Lukwebo d'obtenir 43 voix. Un seul individu face à toute une structure. Avec plusieurs individus, avec plusieurs regroupements politiques, il avait 43 voix. Alors, nous avons quitté la phase des élections du perchoir du Sénat. Nous sommes allés maintenant dans la phase de la constitution du gouvernement. Vous savez, c'est l'Assemblée nationale qui investit le gouvernement. Donc, pour en savoir que
telle structure ou telle structure est réellement de la majorité ou elles sont réellement de la coalition, elle doit d'abord constituer autour de lui une majorité parlementaire. Et là-dessus, l'AFDCA du professeur Batou Kobo avait fait sa déclaration en date du 6 avril de son appartenance à la majorité parlementaire. Et à ce sujet, on avait droit au chapitre. Alors, nous avons présenté nos candidats ministrables auprès du chef de l'État, c'est ça, la déclaration de l'appartenance à la majorité parlementaire en date du 5 avril. Alors, quand nous sommes arrivés aux phases de la répartition des postes de responsabilité au niveau du gouvernement central, vous savez bien que comme on avait déjà des problèmes avec le Fonds commun pour le Congo, le sénateur Kabila s'est permis de se déplacer de Kingakati pour aller discuter avec le chef de l'État. Donc le sénateur Kabila pensait que la gestion du pays est comme si sa maison, qu'il va décider que tel fils va dormir dans telle chambre et tel fils n'a pas le droit de dormir dans telle chambre. Donc non, monsieur Serge, je suis sérieux, monsieur Serge. Je suis sérieux. Voilà pourquoi il a décidé. Je suis cadre de l'AFDCA. Je suis cadre de l'AFDCA. L'AFDCA, c'est un regroupement politique officiellement connu dans les institutions de la République. Donc quand je défends notre cause, c'est une cause légale que je suis en train de défendre. Donc ne prenez pas ça en légère. Le sénateur Kabila s'est permis d'aller faire un débat avec le président actuel pour chercher à ce qu'on nous déraille dans la liste de ministres. Et c'est ça, c'est que, oui, c'est ça qui nous est arrivé. Alors, je vais dire ceci, que Kabila cesse de gérer les regroupements politiques qui sont autonomes, qui sont reconnus officiellement. Il a son parti politique qui s'appelle PPRD, qu'il était incapable d'aligner 350 candidats à la députation nationale dans les élections de 2018. Parce que nous avons les éléments à la CENI. Mais nous, un regroupement, qu'on avait un seul ministère, nous avons pu aligner 497 candidats à la députation nationale. Donc, qu'il gère son parti politique PPRD, qu'il gère sa structure FCC et qu'il nous laisse l'autonomie de gérer notre propre regroupement. Alors, merci beaucoup. Vous avez encore une minute pour terminer avant d'accorder la parole au deuxième invité. Et dans notre temps, vous n'êtes pas au gouvernement, mais vous avez fait une déclaration d'appartenance à la majorité parlementaire. Qu'est-ce que vous devenez finalement? Vous rejoignez l'opposition ou bien vous restez dans cette majorité parlementaire ou vous soutenez le président de la République? Bon, écoutez, monsieur Serge, nous ne sommes pas dans la période de triste mémoire du sénateur Kabila, de la manière dont il a géré le pays. Actuellement, ce Félix Tshisekedi qui est le président de la République. Vous savez, la politique ne se gère pas de la manière dont les gens pensent. Nous sommes patients et nous y sommes patients toujours. Nous savons que l'état des droits sera respecté. Donc, nous, la FDCA, nous sommes de la majorité parlementaire parce que nous avons fait notre déclaration. Et nous avons nos élus au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas me demander qu'est-ce que nous devenons. Parce que vous n'allez pas demander. Vous n'allez pas. Excusez-moi. Vous n'allez pas me dire qu'est-ce que la Mouka devient, qu'est-ce que le FCC devient, qu'est-ce que le cash devient. Et ce sont des structures autonomes. Ne me parlez pas de Steve Bikaye ou de Néné Koulou, monsieur Serge. Je suis cadre de l'AFDCA, structure officiellement connue, juré par le professeur Batou Kobo. Steve Bikaye et Néné Koulou étaient utilisés par le PPRD et ils sont récompensés par le PPRD. C'est ce qui est clair et connu de tout le monde. Yanga, c'était votre mot de fonction, ça s'annonce chaud et du lourd pour ce week-end. Deuxième invité, il est professeur Faustin, monsieur Kwakwa Faustin, élu de Féchi dans les Kwango, également cadre de l'ECD, engagement pour la citoyenneté. Alors, il a été élu sur le label dynamique de l'opposition de Martin Fayou, qui s'est transformé en dynamique de la vérité de Zoom. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Hein. Merci. Proclamé élu avec plus de 700 voix par la Commission électorale nationale indépendante, invalidé par la Cour constitutionnelle. Comment vous vivez ces derniers temps de votre invalidation? Comment je vis ça? Évidemment de manière révoltée et inadmissible, parce que, comme vous le savez, ce qu'on appelle la CENI, au moins est reconnue comme l'institution attitrée qui organise les élections et qui a proclamé les résultats.
Et j'ai été reconnu comme l'un de 2 députés élus de Féchy. Et aujourd'hui, un autre qui n'a obtenu que 4000 voix, qui a introduit sa requête, soi-disant qu'il avait, ça selon lui, nous avons lu ça dans la requête introduite, qu'il aurait eu 12 000 voix, sans toutefois mettre en cause les voix que moi j'ai obtenues. Et c'est celui-là que la Cour constitutionnelle a validé, ne remettant pas en cause mes voix, ne remettant pas en cause le nombre du suffrage valablement exprimé reconnu par la CENI. Alors jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous demander par quelle magie ce monsieur-là a été reconnu comme étant le député élu à ma place dans la circonscription de Féchy. Et nous continuons à dénoncer cela. Et au niveau même de la procédure juridique pour traiter cette affaire, nous avons enregistré plusieurs atteintes. Entre autres, pour que la Cour constitutionnelle puisse arriver à démontrer que les 12 000 voix dont réclame l'autre et là sont vraies, il devait procéder par ce qu'on appelle le recomptage de voix. Et le recomptage de voix juridiquement doit se faire par contradiction. Donc il faut que la présence du procureur général, de la CENI et de 2 parties, ce qui n'a pas été fait. Ce qui est pire dans mon cas à moi, pendant qu'on initiait les dossiers, un des juges de la première chambre s'est absenté et l'arrêt a été rendu à l'absence d'un des juges. Or, la loi dit, quand il y a un des juges qui est absent, on doit soit l'attendre, ou alors, quand on invite un troisième, un autre, donc qui n'a pas été lors de l'instruction du dossier, on doit réouvrir le débat, ce qui n'a pas été fait. Et le juge qui a été absent à son retour s'étonne de ce qui a été fait, s'indigne même. Mais curieusement, que ce soit ces juges-là, curieusement, que ce soit même le président de la Cour constitutionnelle qui avait connaissance du dossier, parce que avant de rendre l'arrêt, ils sont partis avec les greffiers, chercher à avoir la signature du président, qui a rappelé à la Chambre là qu'on ne pouvait pas reconstituer la Chambre, qu'on devait attendre le juge Nkoulou qui était absent. Mais le fou que le juge Funga n'a pas suivi ça. D'ailleurs, ils se sont chamaillés avec les greffiers, soi-disant lui était juge. Les greffiers ne pouvaient rien lui apprendre. Il n'avait même pas des ordres à recevoir du président. Pourquoi l'étape est passée et qu'est-ce que vous entendez faire? Parce que maintenant, je ne sais pas, je vois, vous êtes dans une sorte de collectif, hein? Oui. Vous avez validé, vous êtes au nombre de 34? 32. 32 invalidés. Quelle est la démarche Non. Moi, je pense que nous, vous comme moi, comme tous ceux qui nous suivent, intellectuels, nous ne pouvons pas dire que l'étape est passée. Parce que nous sommes en face d'une flagrance, atteinte au droit. Et en tant que tel, nous devons continuer à dénoncer et à revendiquer que nous puissions recouvrer nos places. Surtout que quand on sait, tous ces arrêts-là ont été rendus au-delà du délai prescrit par la Constitution. Mais monsieur le président Tshilombo Félix l'avait reconnu que la Cour constitutionnelle, ce qui s'est passé est inacceptable. Comment voulez-vous, alors qu'il est en train de soutenir, de défendre la lutte contre la corruption, comment on peut faire passer ces choses-là? Comment est-ce que l'intellectuel congolais ne peut pas s'indigner? Parce que, vous voyez, là, ça nous amène droit à ce que vous devez savoir pourquoi la dynamique de l'opposition s'est muée en dynamique pour la vérité des urnes. Parce que nous atteignons là le sens même du respect du peuple. Quand on ne reconnaît pas l'expression du peuple à travers les urnes, c'est le peuple lui-même dont on ne reconnaît pas le respect. C'est les droits du peuple lui-même qu'on rejette. Et rien que pour ça, peuple congolais, nous ne pouvons pas dire que c'est passé. Parce qu'il n'y a pas de prescription pour ça. C'est comme ça, nous disons, le président Félix doit prendre ses dispositions. Les juges-là doivent être punis. Parce que la loi, ce n'est pas tout simplement pour nous et contre nous.
ceux qui rendent la loi sont les premiers à pouvoir la respecter. Et quand ils ne la respectent pas, ils sont punissables. Merci beaucoup, professeur. D'où décidez votre parti, via Martin Fayoulou, propose ce que d'aucuns appellent les plans de sortie de crise pour la réforme des institutions. Peut-être que la Cour sera également de la partie pour cette réforme. Rapidement, parce qu'on va passer au... Bien sûr, bien sûr. La Cour, la CENI, la police, la sécurité, tous ces systèmes-là qui sont censés être apolitiques parce qu'ils accompagnent la démocratie, aujourd'hui, on voit qu'elles sont politisées. Elles sont politisées. Et nous avons connu des crises de légitimité et de post-électoral en 2011, en 2006 et aujourd'hui. Si cela n'est pas réglé, si cette réforme-là n'est pas assurée, les élections prochaines seront encore teintées de fraude et de tricherie. Alors comment pourrons-nous régler ces dispositifs? Mais bien sûr, dès Merci maintenant. beaucoup, professeur Faustin Kwakwa, membre de décider l'engagement pour la citoyenneté de Martin Fayoulou. Pour vous garder la parole et ces mots pour ces déraillements. On parle de plusieurs dizaines de morts au niveau de Nyuzu. Nous sommes dans la province du Tanganyika, dans la partie sud-est du pays. Au mois de mars, on a également enregistré un déraillement. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre, un autre déraillement. Aujourd'hui, les problèmes, la question se pose. Et comment c'est fait que nos trains, comment c'est fait que nos voies ferroviaires deviennent plutôt des cimetières ouverts? Ma pensée va d'abord aux familles éprouvées, à qui je transmets vraiment sincèrement mes condoléances. L'accident, vous savez, un accident c'est un fait fortuit. Un fait fortuit, tant que, comme j'ai appris dans votre introduction, que le gouvernement a dépêché des équipes pour pouvoir établir les responsabilités. Et en toute prudence, j'aimerais attendre peut-être que ces responsabilités soient établies avant de me prononcer. Mais quand même, connaissant le fonctionnement de nos rails, le fonctionnement de la gestion de ce que nous appelons le transport, que ce soit routier ici chez nous au Congo, qui laisse à désirer, il y a de quoi déjà se prononcer. Il y a de quoi se prononcer. Je pense que nous avons un problème. Quand nous parlons de la gestion de l'État, il y a là une manière de voir que la préoccupation de tous ces gouvernements successifs qui se remplacent n'est pas d'abord garantir la sécurité des gens, n'est pas d'abord chercher le bien-être de la population. Parce que ces rails-là, vous savez même le train qui transporte, des années 60. il faut y prendre place pour voir dans quel état les gens voyagent. Que ce soit au niveau des eaux, des fleuves, les baleinières qui transportent les gens, il faut aller voir dans quel état. Vous voyez les véhicules qui viennent de Bandundu, de Bas-Congo, comment c'est surchargé. Et il faut voir ici à Kinshasa, qui s'en occupe? Qui en fait son problème? Les Congolais est délaissé. La vie du Congolais ne compte pas. C'est comme ça que vous voyez dans la gestion de la chose publique, tout ce que nous sommes en train d'enregistrer et de dénoncer, le non-respect des droits, le non-respect de la vie. Et nous ne pouvons que condamner cela. Et moi, personnellement, qu'on envoie une mission pour pouvoir établir les responsabilités. Et je suis sûr, comme beaucoup de rapports qui ont été initiés par les différents gouvernements, vite on y va, mais après, plus rien. Il n'y aura rien qui sera dit. Donc c'est un problème de responsabilité de la gestion de voies de communication par l'État qui laisse à désirer. Et l'État doit prendre ses responsabilités. D'ailleurs, pour moi, je me dis qu'un gouvernement digne de ce nom, des gens soucieux de l'avenir du Congo, doit vite prendre la place pour pouvoir bien gérer ce pays. Voilà. Monsieur Yvon, on a vu le Premier ministre, avant d'être nommé chef du gouvernement, il était à la tête de la SNCC, comme DG. Peut-être à l'époque, il n'a pas eu assez de moyens pour pouvoir un peu booster cette entreprise publique de l'État. Aujourd'hui, il est Premier ministre. Vous pouvez noter ma première question. Vous pensez que comme il est chef du gouvernement, après avoir été DG de la SNCC et avec ces déraillements, il donnera plus de moyens à la SNCC pour acquérir de nouvelles locomotives. Vous le pensez? Ça, c'est la première question. Et comment vous expliquez, on parle de wagons pour marchandises et qu'on trouve des compatriotes là-dedans et ils sont aussitôt qualifiés des clandestins? Vous savez, monsieur le journaliste, avant d'aborder votre question, j'aimerais d'abord vous rappeler que nous étions
avec le président Kabila à son époque. Et les combats du professeur Batil Lukwebo étaient tout autour des intérêts généraux de la population et la bonne gestion du président Kabila. Fort malheureusement, avec son entourage, on ne l'a pas donné l'espace d'être écouté par le président Kabila. Je vais vous dire ceci, monsieur le journaliste, monsieur Serge. Vous savez, à l'époque de Kabila, on avait un système qu'on appelle système libéral. Il vous donne le poste de responsabilité, vous faites tout ce que vous voulez, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de quoi. Et voilà aujourd'hui les conséquences. Donc, ce que moi je peux vous dire, c'est que, avant de répondre à votre question, l'actuel président de la République a une lourde responsabilité de pouvoir faire face à plusieurs défis que la nation l'attend. Au sujet de l'accident de ces déraillements, je vais vous dire que je vais compléter le professeur ce qu'il vient de dire. Le gouvernement doit mettre en place une équipe de l'enquête, mais que ça ne soit pas à l'époque une équipe de l'enquête comme à l'époque de Kabila. Mais avec Kabila, vous avez travaillé comme Non, mais je vous dis qu'on avait une mission. On avait une mission. Je viens de vous expliquer quelle a été la mission, les missions principales du professeur Batil Lukwebo. Okay. Alors, une équipe d'enquête doit se mettre en place pour connaître concrètement qu'est-ce qui a été à la cause de cet accident. Qu'est-ce qui a fait que les trains puissent être déraillés? Parce que vous savez, parmi les missions du gouvernement, il a aussi les obligations de pouvoir prévenir les dangers tels que nous venons de voir. Et ce que moi je peux vous dire, c'est que à l'époque où l'actuel Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le professeur à son état, que je connais très bien le papa, à son époque il avait aussi trop de difficultés. Lui n'était pas le patron du ministère, il dépendait des ministères. Et il n'avait pas la possibilité de pouvoir relever plusieurs défis. Donc ce que moi je peux vous dire, que l'enquête soit diligentée, que l'enquête soit bien menée pour en connaître les causes et pour prévenir que cela ne revient pas. Ce que moi je peux vous dire, voilà. Comme ancien de la SNCC, est-ce qu'il peut avoir un œil un peu plus particulier, comme maintenant il devient Premier ministre? Parfaitement, je peux dire que oui. Je pourrais dire qu'il peut être le premier conseiller d'orienter l'actuel DG et le ministre du titel. Mais ce qui est grave, c'est que je crois que vous êtes au courant de la nomination des deux directeurs généraux s'agissant de la GECAMIN et de la CNCC, que jusqu'aux preuves du contraire, ils ne sont pas encore installés. C'est suite au désordre que le FCCV créé. Or, je crois bien, s'ils étaient installés, je pense bien que de telles choses ne pourraient pas arriver, à mon humble avis, voilà. On sent la haine que vous avez vis-à-vis. Ce n'est pas une haine, monsieur Kabongo, Serge. Ce n'est pas une haine, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas me dire que c'est une haine. Très bien, merci beaucoup. Professeur Ilunga Ilunkamba, comme ancien cheminot, ancien DG, cette fois-ci, il a peut-être une marge de manœuvre un peu élargie par rapport à... Mais je ne pense pas que le problème se ramène à l'individu, professeur Ilunga. Je ne pense pas. C'est tout un système. Mais bien sûr, nous ne devons pas faire des analyses de manière un peu légère. C'est comme ça, cherchant à répondre sur le problème de l'accident qui a eu, j'ai élargi en parlant de voies ferrées et de voies routières. J'ai élargi en parlant de voies maritimes, de voies fluviales. Il est complexe, il est global. C'est la mauvaise gestion de l'État et ça englobe tout cela. Ça englobe tout ça. Donc c'est un problème vraiment de la bonne gouvernance auquel on doit faire face. Sinon, vous allez régler le problème du train qui va de Kalemi, je ne sais pas, jusqu'à l'accident, il est aux environs de Kalemi, je pense. Oui, mais les trains du Bas-Congo, les trains de je ne sais jusqu'où, et les routes, ce sont des problèmes globaux qu'on doit traiter d'ensemble. C'est ça qu'il faut voir, et non pas tout simplement l'accident qu'il y a eu, puisque quand on déplore l'accident là du train, on en déplore aussi sur le lac, sur le fleuve, il n'y a pas longtemps, il y a la semaine passée. Mais voilà. C'est ça le problème. Alors justement, vous parlez tout à l'heure des défis qui attendent ces gouvernements. Ils sont d'ordre économique, ils sont d'ordre politique, d'ordre sécuritaire, tout comme humanitaire. On le voit tout à l'heure, ces premiers gouvernements sous l'ère des Fatih,
Monsieur Yvon a tenu sa première rencontre hier, et je crois bien, jusque-là on n'a pas encore l'ordonnance sur les job description de chaque département ministériel, les modalités de collaboration entre les présidents, les premiers ministres, le ministre, vice-premier ministre, le ministre d'État et les vice-ministères. Mais quand même, lors de ce premier conseil des ministres hier, le chef de l'État a fait quand même l'état des lieux de ces 100 premiers jours sur différents points. Mais il a également fait valider cette question de la qualité de l'enseignement. Donc top chrono pour ce gouvernement. On attend aussi ces 100 premiers jours. Merci, monsieur Serge. Vous m'excuserez pour quelques secondes. Je vais mettre mon avis par rapport à la situation du professeur. Il a été victime de la discrimination pour son appartenance politique. C'est le même cas qui nous est arrivé. Vous m'excuserez? Non, non. Ça, c'est une réalité, monsieur Serge. Selon vous? Non, non, c'est une réalité. Pas selon moi. Ça dépend de quel bord. Non, non, c'est une réalité, monsieur Serge. S'il était du FCC, excusez-moi, excusez-moi. S'il était du FCC, il n'allait pas être comme ça. Il devait être député national. Comme il n'est pas du FCC, donc il est victime de son appartenance politique. Alors que dans l'article 211 de la Constitution, qui donne les attributions de la Commission électorale nationale indépendante. Et je vais vous dire ceci, après les élections, la Commission électorale nationale indépendante a une mission de pouvoir réserver 3 copies. Une pour les candidats, l'autre pour la Cour et l'autre pour lui-même. Chose grave, tel que le professeur est là, la commission électorale n'a pas été, la commission électorale nationale indépendante n'a pas respecté ses prescrits, les textes ou les lois. On ne lui a pas donné d'abord ces éléments de preuve et deuxièmement, on n'a pas transmis les bons résultats à la Cour constitutionnelle. Alors je me demande, sur base de quel principe, sur base de quel élément de preuve qu'on a invalidé le professeur? Donc c'est de la mauvaise volonté parce qu'il n'est pas du FCC. Alors je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. Vous faites partie de ce gouvernement, oui. Mais vous pensez que vous êtes citoyen du monde, citoyen du Congo. Ce gouvernement travaille pour vos enfants, pour vos membres des familles. Les défis sont énormes. Félix Tshisekedi hérite d'un pays comme nous le connaissons nous tous. Donc, est-ce que les 7 mois passés dans l'ombre, parce que le Premier ministre et le gouvernement viennent 7 mois après l'investiture du chef de l'État, les 3 mois que le Premier ministre lui-même a passé dans les vestiaires ou dans les coulisses, est-ce que ces temps-là ont été nécessaires et suffisants pour lui et son équipe de pouvoir s'attaquer, comme on dit, saisir les taureaux par des cornes? Bon, écoutez, moi personnellement, je ne peux pas faire un débat de personnes, mais je fais plutôt un débat très profond au sujet de la situation politique, parce que nous sommes de la majorité parlementaire. Je vais dire ceci, M. Serge, l'actuel gouvernement a trop de défis à relever. Et le chef de l'État, pour sa première fois de présider le Conseil des ministres, il avait parlé sur les 4 points importants. Le premier, c'était sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan social et sur le plan économique. Le chef de l'État a fait appel d'abord aux membres du gouvernement de pouvoir connaître leur mission et de savoir qu'ils sont là pour servir la population et non les individus. Tout acte que le membre du gouvernement doit poser, cela doit avoir une vision pour l'intérêt de la population. Mais chose grave, monsieur Serge, écoute, je suis politique. Je suis politique. Chose grave, avant l'investiture du gouvernement, ce qui s'est passé à Kingakati, le peuple attend. Parce qu'on a fait signer aux nouveaux ministres qui n'ont qu'un seul chef, c'est-à-dire le président de la République, et ils sont censés travailler pour la population. Mais ils sont allés signer les documents d'allégeance. Monsieur Serge, si vous allez au dictionnaire et que vous vérifiez le mot allégeance, mais c'est plus grave. Et quand on dit que les responsables politiques, c'est le sénateur Kabila, c'est plus grave. Parce que les ministres sont des personnalités politiques. Ils sont nommés par les chefs de l'État, la première personne politique au pays. Donc ils sont redevables au chef de l'État et au peuple. D'abord, excusez-moi, d'abord au peuple parce qu'ils sont souverains premiers, et ensuite au chef de l'État. Mais chose grave, c'était une embûche qui leur a été tendue au niveau de Kingakati. Alors je vais faire un appel à ceux qui sont nommés comme ministres, parce que je n'ai pas intérêt d'avoir, comment je peux dire, des arrière-pensées au sujet des non-appartenances de la FDCA au sein du gouvernement. Je fais un appel à ceux qui sont nommés, qui ont des missions spécifiques. Ils sont redevables à la population. Ils doivent travailler rien que pour l'intérêt de la population.
et non pour l'intérêt d'un individu. C'est ce que je peux dire, M. Serge. Voilà. Est-ce que c'est faisable, professeur, que tous ceux qui viennent, quand vous voyez déjà la composition de ce gouvernement, plus de 66 membres, si vous avez un ministre FCC, vous avez son adjoint qui est d'office cash, si vous avez un ministre cash, vous avez son adjoint qui est FCC, c'est comme si ils se contrôlent mutuellement, ils vont se comporter en esprit d'équipe, ou bien ils vont travailler pour les intérêts de leur bord politique. Vous êtes dans l'opposition, bien évidemment, même si vous ne considérez pas dans l'opposition, mais vous ne faites pas partie de ce gouvernement. Vous avez quel regard? Non, ce n'est pas le fait d'être dans l'opposition ou non, mais en tant qu'analyste politique, en tant que politique, il y a quand même je dirais, un avis qu'on peut émettre là-dessus. Et je partirai de ce que monsieur venait de dire. D'abord, en partant de la première question que vous avez vous-même posée, le 7 mois dans l'ombre. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas des idiots. Nous voyons, nous analysons, nous comprenons ce qui se passe. Les 7 mois ne se sont pas passés tout simplement parce qu'on voulait rester comme des gens qui allaient en retraite pour pouvoir se prendre, prendre le temps de réfléchir et puis venir à l'action. Il y a eu des problèmes. Les 7 mois se sont déroulés parce qu'il y a eu des disputes. Comment arriver à constituer ce gouvernement éléphantesque? Donc ce n'était pas les 7 mois de réflexion pour nous donner un vote. Finalement, on a ces gouvernements. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gouvernements? C'est ce que je venais de le dire. Hier, dans le rapport, on dit que le chef de l'État a demandé à ces gouvernements, on n'est pas des FCC, on n'est pas des cash, mais on doit travailler pour la nation. Je me pose la question. Ça, c'est ce qui doit être. Le gouvernement, une fois mis en place, il appartient à l'État. Donc, gouvernement en tant que représentation de l'État comme structure qui fait le travail. Mais ce qui vient d'être dit, que nous connaissons tous, une fois la liste de ministères et de ministres publiée, que les gens aillent faire allégeance à Kingakati, la vidéo où le secrétaire général permanent s'adresse au ministre, s'il vous plaît, les ministres qui sont-ils de la République? Les secrétaires d'un parti qui les invite à ne voir comme autorité en qui ils doivent obligation que tel individu, mais ça fait réfléchir. Et moi, je me pose la question, mais c'est une intention, peut-être une bonne intention que le président de la République formule à l'issue de cette réunion, parce que ces gens-là, qui sont dans un système donné, ils vont se référer à leur autorité morale. Et à ce niveau-là, comme on a eu de la peine, ou ils ont eu de la peine à constituer ces gouvernements, ils auront toujours des problèmes pour travailler ensemble. Ça se voit. Parce qu'il y en a qui ont leur principe d'ordonnancement ailleurs, et ça ne sera pas le président de la République. Ça, il ne faut pas s'en douter, il ne faut pas se voiler la face. Là, un bon membre et cadre de décider. Mais non, indépendamment du fait que je sois de décider, c'est en tant qu'analyste politique. Parce que moi, je suis politologue de formation. Donc, je l'ai dit, quand j'analyse la situation telle qu'elle se présente devant nous, sans émotion, sans parti pris, elle est là, elle se pose à nous. Alors, professeur, vous êtes doctrinaire. J'aimerais que vous départiez un peu de vos casquettes de décider, membre des idées. Vous parlez ici comme doctrinaire. Oui. Quelles sont ces conditions comme politologue d'aboutir? Est-ce qu'il y aura plusieurs pôles de décision? Mais évidemment, c'est ça que je suis en train de dire. Pour ça, je ne me fais pas l'ombre d'un doute quelconque. Il y aura plusieurs pôles d'ordonnancement des décisions. Ça saute aux yeux. D'abord, quand vous dites un ministre, un vice-ministre de tel camp, non, parce qu'il y a un groupe qui a beaucoup plus, 2 fois plus que l'autre. Et ces groupes-là obéissent à un système qu'on connaît. Et ce système-là, d'abord, il ne faut pas oublier que le FCC tel qu'il est là, il est engagé dans une dynamique de retour au pouvoir, aux affaires. Donc, ils ne donneront jamais de cadeaux au camp Félix pour pouvoir se réaliser. Félix, avec son groupe aussi, cherche à maintenir ses pouvoirs parce qu'ils savent comment ils sont arrivés là. Mais il doit essayer de donner une certaine bonne image au peuple. Les autres, sachant que si Félix donne une bonne image au peuple, ils risquent de réussir pour revenir. Mais eux vont les en empêcher. Déjà, il a marqué les premiers points avec la gravité de l'enseignement. Ah, c'est pas un point. Non, c'est pas du tout un point.
Et alors, ça, c'est un principe d'abord qui est constitutionnellement reconnu. Ce n'est pas une nouveauté. Mais le vrai problème, c'est celui-ci. Il ne l'a pas fait. Mais Félix a annoncé, il ne l'a pas encore fait. Parce qu'à l'état actuel des choses, il y a parti par là des désordres qu'on enregistre. Puisque quand vous parlez de la gratuité de l'enseignement, il ne suffit pas de demander aux élèves, allez à l'école, vous ne payez rien. Parce que les écoles qui organisaient, qui recevaient des parents de frais, ils sont arrivés pour améliorer les niveaux, la prestation des enseignants, à leur accorder un salaire plus de frais pour pouvoir faire que les enseignants soient à l'aise. Alors que l'État donne 70 $, ces écoles-là ont pu donner aux enseignants 400 $. Voilà. Alors aujourd'hui, quand vous dites la gratuité de l'enseignement, assurez-vous aussi 400 $ aux enseignants, oui ou non? Si vous n'assurez pas les 400 $, les enfants vont aller à l'école gratuitement, mais la prestation des enseignants va être lésée. Merci beaucoup, professeur. Avec vous. Monsieur Yvon, j'en viens maintenant à l'enseignement. Le prof a déjà abordé la question. Il y a 3-4 jours ici, au cours de la semaine qui s'achève, le chef du gouvernement, d'abord le président de la République, lors du sommet Investir en Afrique qui s'est tenu à Kimpele à Brazzaville, il avait insisté en annonçant l'augmentation du budget de l'enseignement de 8 à 20%. Et un jour après, c'est le chef du gouvernement qui prend les relais pour élire le vice-premier ministre au budget, mais aussi le ministre d'État à l'EPST, et également le ministre des Finances et la Banque centrale, même la direction des pays, pour pouvoir non pas payer au mois d'octobre comme il a été annoncé, mais payer au mois de septembre. Mais le vrai problème, c'est ce que les professeurs soulignent tout à l'heure. Est-ce que les partenaires sociaux, qui sont les syndicats, les 4 et SIECO, se sont déjà mis d'accord avec le gouvernement sur les salaires à payer? Oui, monsieur Serge. Personnellement, je crois à la méritocratie de ceux qui entourent le chef de l'État. Et je crois qu'il y a déjà un système de personnes fondé sur les vraies valeurs des individus. Et je vais dire au professeur, bon, un professeur, c'est pas n'importe qui, hein. Il est aussi mon professeur, mais le professeur doit avoir quand même la bonne volonté d'applaudir un peu au président de la République, parce que son prédécesseur a fait 18 ans, il n'a même pas respecté... il a fait 18 ans avec lui. Excusez-moi, monsieur Serge. Il a fait 18 ans, il n'a pas pu respecter ce que le professeur dit, un droit constitutionnel. Mais le chef de l'État actuel, avec seulement à l'acte de 8 mois, 7 mois, il a pu parvenir quand même à lancer un signal fort, c'est-à-dire la gratuité d'enseignement. Alors, moi, je vais vous dire ceci. Mes enfants étudient dans des écoles différentes, des conventionnés catholiques, et on m'avait remboursé 2200 $ pour me dire que désormais, l'école est devenue gratuite. Je vous parle de la réalité. Donc, je vais dire au professeur, la gratuité d'enseignement est vraie. Et je vais vous amener le document qui, à partir de ce mois de septembre, les enseignants, les frais de fonctionnement et les quoi, qu'est-ce qu'on appelle les salaires et les primes, tous seront régularisés. Alors, je pose une question, elle est technique. Oui. C'est bien bon, nous tous nous voulons, que ce soit vous, que ce soit les professeurs. Personne n'est contre, mais ne nous n'interdisez pas aux professeurs non plus d'émettre des doutes. Je dis ceci. Non, je n'ai pas interdit. Le travail d'évaluation qui a été fait. Est-ce qu'on a évalué, par exemple, que simplement les fonctionnements, ça fait autant et les salaires, ça fait autant? Est-ce que d'abord le gouvernement et les syndicalistes se sont mis d'accord sur les salaires à payer par mois? Parce que les enseignants réclament pour les uns 350 $, pour les autres 900 $. Et le gouvernement va-t-il payer combien? Est-ce que les enseignants vont accepter ces salaires? C'est ça le problème. Écoutez, M. Serge, ce qui est vrai, ce qui est bon pour le moment, c'est d'être convaincu de la volonté politique du chef de l'État. Okay. C'est d'abord la volonté politique qui prime. Qui ne suffit pas. S'il vous plaît, M. Serge, c'est d'abord la volonté politique qui prime. Voilà. D'abord la volonté politique. Et on peut chercher les moyens. Et nous y espérons qu'il arrivera. Il ne faut pas évaluer le chef de l'État maintenant, là. Il ne faut pas l'évaluer maintenant. Attendons à la fin du mois de septembre, comme ça on va l'évaluer. Très bien. Professeur, je voulais répondre à mon ami que justement être professeur, ce n'est pas être quelqu'un qui est un applaudisseur. Donc j'ai un esprit critique, c'est ça qui m'amène à prendre cette position-là. Je ne suis pas là pour pouvoir applaudir parce qu'un principe a été émis, mais il faut voir la faisabilité. Pourquoi? Parce que ce pays, en principe, dans ces 5 ans qui nous précèdent, présente toujours un budget de 5 milliards.
Rien qu'assurer un salaire, comme je viens de le dire, les écoles qui recevaient des parents, comme vous avez payé, cet argent, ce n'était pas d'abord pour le fonctionnement de l'école. C'était une motivation pour les enseignants. Pourquoi? Parce que l'État donne un salaire médiocre aux enseignants. Et à ce niveau-là, les enseignants sont encouragés pour pouvoir rendre un service qui puisse être à la hauteur de la satisfaction qu'on vous donne à vous parents. Du moment où on dit il y a gratuité de l'enseignement, ça ne suppose pas tout simplement le fait que vous ne payez pas le minerval, que les enfants aillent librement à l'école sans payer, que les enseignants puissent avoir des moyens pour bien travailler. Or, si j'ai compris ce qu'on a donné comme évaluation de l'étude pour la gratuité, rien que donner le salaire convenable aux enseignants, c'est presque 3 milliards de dollars. C'est presque 3 milliards. Or, pour ne vous donner que cet exemple-là, quand le président Kabila père a commencé ici, on nous a dit chaque fois, après chaque mois, cette année, ces mois ici, nous avons réussi à maximiser autant dans la caisse de l'État. Nous avons maximisé autant contrairement à... Aujourd'hui, on nous parle plus de détournement plutôt que de maximisation des recettes. Et par rapport à ça, on se demande, est-ce qu'on aura 3 milliards en plus de 5 milliards habituels de budget pour pouvoir payer ces enseignants? Or, à mon humble avis, en tant que professeur, un peu acteur politique, ça ne sera pas le cas. C'est pourquoi je mets des doutes et je dis, c'est très grave, on risque de s'enfoncer contre le mur. Mais sinon, vous êtes d'accord sur le principe. Mais le principe, il est de l'ordre international. Le principe, ce n'est pas ça, mais la faisabilité. Vous parlez tout à l'heure du détournement. Madame, monsieur, vous regardez rendez-vous du week-end. On va prendre le dernier virage, 6 minutes. Je m'en vais vous donner chacune 3 à 3 et on va se séparer pour ce week-end et on se retrouvera très prochainement, le dimanche prochain, pour un autre numéro de votre magazine. 15 millions de dollars, professeur, vous en parlez tout à l'heure. En tout cas, la question fait jaser. Les avocats qui se réclament proches du président de la République demandent la démission pure et simple du directeur des cabinets du chef de l'État pour que les enquêtes aboutissent. D'abord, c'est ces rapports de l'IGF, l'inspection générale des finances, qui parle des comptes de l'État qui ont été vidés, mais également... suivi, je ne sais pas, l'interview du cadre du chef de l'État qui dit que le dossier a été clos. On apprend que le parquet, après la cassation, a repris le dossier et qu'aujourd'hui, on ne sait pas nous dire exactement la destination de ces fonds, mais également les silences un peu complices ou complaisants du président de la République. C'est vraiment les premiers dossiers comme patate chaude sur la table du président Félix. Un dossier de détournement. Voilà. Si c'était dénoncé par la Mouka, on allait dire, comme tout à l'heure, vous m'aviez posé la question, vous m'avez demandé d'être un peu doctrinaire et non pas, partisan des partis politiques. Ce n'est pas nous qui avons dénoncé. C'est sorti des officines de FCC, institutionnelles, ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux moi demander? Aujourd'hui, par rapport à mon invalidation injuste, je réclame quoi? La justice, le droit. On a volé, qu'on puisse rétablir la justice là-dedans. Et nous disons qu'il y a un problème. Les gens des FCC, les gens des caches, à l'intérieur des caches, on s'entraîne. Donc nous exigeons la vérité sur cette affaire, que le président de la République, malheureusement, quand il a pris la parole, il n'est pas revenu là-dessus, il n'a rien dit. Et pourtant, c'est une question quand même nationale. Le peuple attend des présidents. Il aurait dû dire quelque chose. Voilà, soit pour se disculper, parce qu'il est quand même le premier citoyen et sa réputation est entamée. Il a l'obligation de le dire et dans tous les autres pays démocratiques, on assiste à cet exercice. Donc, le président a été quelque peu fragilisé par cette affaire? Mais bien sûr que ça ne peut que le fragiliser, surtout que c'est à l'intérieur de son propre bureau. Ça ne peut que le fragiliser. D'où l'intérêt de pouvoir se prononcer. Et quand les avocats proches du président mettent en cause les directeurs du cabinet du président, ça devient encore grave. C'est-à-dire qu'il doit se démarquer de ce directeur du cabinet s'il lui n'en sait rien. Alors son silence risque d'être préjudiciable, comme pour dire que ça accuse une certaine complicité, malheureusement, qui va être grave. Et laissez-moi vous dire, derrière cette pression-là, il faut se poser la question, qui est derrière? Qui est derrière? En tant que politique, il faut quand même... Il y a un problème de règlement des comptes dans cette coalition-là. Et il ne faut pas minimiser cette affaire. Ce ne sont pas les enfants de cœur. Mais non, pas du tout. Il ne faut pas minimiser cette affaire. Alors pour terminer, professeur, vous avez été avec l'UDPS, parce que vous êtes décidé,
vous avez marché ensemble. Oui. Mais pour une première fois, Kenny Depès, 37 ans d'opposition, 38 ans, qui fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, qui fait du détournement son cheval de bataille, et qui est un fils Tshisekedi, quelqu'un de l'IDPS, soit éclaboussé par un dossier comme ça. Est-ce que c'est des bons signes pour cette... Mais naturellement non, naturellement non. Nous avons travaillé avec le docteur Etienne Tshisekedi, on a travaillé, on connaît l'homme, un homme, comment je peux dire, d'une probité avérée, un homme d'un rythme de vie assez austère et qui prônait justement cet état de droit, qui prônait la transparence de la gestion de la chose publique. Quand son parti arrive au pouvoir et que dès le début qu'on enregistre ces choses-là, ça ne peut que laisser à désirer. Et puis le vrai problème c'est quoi? Le vrai problème, ça nous ramène à la manière dont le parti d'Etienne Tshisekedi arrive au pouvoir. C'est que du vivant de Tshisekedi lui-même n'arriverait jamais. Merci beaucoup, professeur. Vous avez épousé votre temps d'antenne. Monsieur Yvon Yanga, pour terminer cette émission, n'est-ce pas que cette affaire qui éclabousse les chefs, qui les fragilise, comme le professeur l'a dit, n'est-ce pas une occasion pour les chefs de frapper, non pas pour sanctionner négativement quelqu'un, mais pour que la vérité éclate et pour que l'opinion, tant nationale qu'internationale, dise voilà réellement, il est fils de Tshisekedi, il a combattu pour l'état des droits et il a combattu contre la corruption et contre les détournements. Merci, M. Serge. Je crois bien que vous m'avez donné 3 minutes. Hein. Vous allez me laisser le temps de vous répondre. Oui. Ça ne fragilise pas les chefs. Vous savez, ce que je peux vous dire, les compétences sont d'attribution. Justement. Et les respects des textes légaux sont des principes fondamentaux en droit. Journal officiel, Inspection générale des finances. J'ai 3 minutes. Je crois qu'il me reste 2 minutes avec quelques secondes. Allez-y, monsieur. Appendice, première tirée. Ordonnance numéro 87-323 du 15 septembre 1987 portant création de l'Inspection générale des finances, en abrégé IGF, tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 91-018 du 6 mars 1991 et par le décret numéro 034-B-2003 du 18 mars 2003. En résumé rapidement. Vous m'avez donné, il me reste encore 2 minutes. Article 4. L'inspection générale des finances est placée sous l'autorité directe du président de la République. Article 10. Alinéa 1. L'inspection générale des finances, l'inspection générale et chef de service supervise et coordonne l'ensemble des activités de l'inspection générale des finances et fait régulièrement rapport au président de la République ou son délégué des missions d'inspection et des enquêtes exécutées. Je m'arrête là. Je vais dire ceci. Le président a interdit des enquêtes. Monsieur Serge, laissez-moi vous éclaircir. Je viens de vous dire, les respects des textes légaux sont des principes fondamentaux. Il n'y a pas une institution qui doit contrôler le président de la République à ces questions. L'inspecteur général des finances ou l'inspection générale des finances n'a qu'à faire son rapport au président de la République ou son délégué. Et je vais répondre au professeur ceci. Il a posé la question. Qui est le responsable politique derrière ce dossier? Je vais lui répondre aujourd'hui. Et j'assume mes propos parce que j'ai des preuves. Allez-y. Je vais dire ceci. Quand le directeur de cabinet du chef de l'État ordonne une mission d'enquête, et quand le directeur de cabinet du chef de l'État retire l'ordre qu'il avait instruit à l'inspecteur général des finances, est-ce que cela peut faire un objet de débat? Non. Mais non. Un petit explicatif. Pour vous aider, Oui. C'est d'abord les conseillers financiers. Les conseillers financiers qui demandent à l'IGF ces enquêtes. Et vous avez, les conseillers financiers de qui? Les conseillers financiers du chef de l'État. Oui. Et vous avez les patrons de l'ANER qui fait une réquisition à l'IGF d'auditer tous les ministères depuis l'investiture du président jusqu'à ces jours. Mais écoutez, monsieur Serge, voilà. Je vous parle du président de la République ou son délégué. Voilà. C'est-à-dire, je vois les cabinets du président. Très bien. Et je vais citer à dire ceci. Le directeur de cabinet, le président Vital Kamerhe, quand il a demandé qu'on arrête l'enquête, c'est de ses pouvoirs, c'est de ses compétences, c'est de ses attributions. Il est le directeur de cabinet du chef de l'État. Et je vais vous dire ceci.
La seule personne qui maîtrise mieux ce secteur de la gestion de l'inspection générale des finances, c'est le président de la République, son directeur de cabinet, ou à l'occurrence, c'est celui que vous venez de citer. Alors, écoutez, messieurs, je vais vous répondre, je vais vous dire ceci. C'est lui qui est l'instigateur à ce dossier, ce monsieur Noémie, qui file. Mais laissez-moi parler. Ou vous m'avez invité, alors je vais vous dire la vérité, ou je ne dis rien alors. Mais non, franchement. Vous parlez de monsieur Noémie Moulin. Oui. Il fut le directeur de cabinet du chef de l'État. C'est lui qui connaît les antécédents. C'est lui qui connaît la gestion. C'est lui qui connaît tout ce qui se passe à l'inspection générale des finances. Rien ne l'échappe. Et aujourd'hui, le président Vital Kamerhe qui est là, s'il a demandé qu'on arrête le contrôle, personne ne peut le dire qu'il a mal fait ou il a bien fait. Parce que cela relève de ses compétences en vertu de l'ordonnance présidentielle portant création de l'inspection générale des finances et en référence du journal officiel de son article 4 et 10. Voilà. Yvon Yanga était notre invité pour cette première participation à ce magazine. Très cher invité, je m'en vais vous dire grand merci à vous, cher professeur Faustin Kwakwa. Professeur, nous allons revenir sur toutes les démarches que vous allez entreprendre quand, je ne sais pas, vous allez saisir l'union interparlementaire ou bien vous allez peut-être réclamer l'indemnisation ou je ne sais pas moi. Mais pensez que déjà les portes de cette émission vous sont ouvertes pour pouvoir venir parler. Merci à M. Yvon et à toute l'équipe technique, M. Yvon. Merci à vous d'avoir été les nôtres. J'espère que vous allez passer un très bon week-end ce soir et un très bon début de la semaine prochaine. À toute l'équipe de ce magazine, rendez-vous week-end. Je vous dis grand merci. Moreau était derrière les caméras, co-réalisation de Jenny et de Doudou Montiré, régie finale des Christian, tout comme de Fiston Apuniva. On se retrouve la semaine prochaine, les dimanches, 20h juste, pour un autre numéro. Au revoir.